Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix de la politique ce lundi soir avec toute l'équipe Sud Radio, bien évidemment Jamel qui est avec nous à la réalisation, et on est ce soir avec Isabelle Marchandier. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Chroniqueuse indépendante chez Cause d'Or, Marianne, Boulevard Voltaire. On est aussi avec Nicolas Corato, un habitué. Nicolas, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Tout va bien? Bonsoir Alexandre, tout va très bien. Ah bah c'est parfait. Et on est aussi avec Frédéric Sinclair, politologue. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Deux sujets ce soir, deux sujets majeurs. Est-ce que la primaire populaire peut sauver la gauche? Ce sera notre premier sujet. On évoquera justement ce système qui est en train de se mettre en place du côté de la primaire populaire, et surtout de l'intérêt de ces candidats à la présidentielle. Quel intérêt porte-t-il pour cette primaire populaire? Et puis on évoquera Zemmour et les polémiques. Pourquoi a-t-il autant de mal à nuancer ses propos? Pourquoi est-il si facilement, semble-t-il, sensible à l'art de la polémique, bien malgré lui, je pense, pas souvent en ce moment, notamment avec les propos qu'il a tenus sur les handicapés. Attaquons tout de suite avec cette première question autour de la primaire populaire pour sauver peut-être la gauche. C'est la première question qu'on peut se poser. Je rappelle comment ça se passe. 7 postulants ont été retenus. Ils n'ont pas tous postulé d'ailleurs au passage. Anna Aguet-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, rien à voir avec Isabelle Marchandier, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Comment ça se passe? Eh bien, la primaire populaire, c'est une initiative citoyenne qui va plaider donc pour une candidature commune à gauche pour la présidentielle, issue d'un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche sur la base d'un socle programmatique commun. Et les électeurs ont jusqu'au dimanche 23 janvier pour participer. On annonce autour de 300 000 personnes, ce qui paraît quand même assez incroyable. Et la première question qu'on peut se poser, c'est que penser sur la forme déjà de ce processus électoral? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, Nicolas Corato? Je pense que c'est nouveau, oui, puisque vous l'avez dit vous-même, c'est un processus qui s'affranchit des partis, des appareils. Donc c'est nouveau. Est-ce que c'est utile? Quand on regarde l'état de la gauche actuellement dans la campagne présidentielle, on peut se dire que tout est utile pour sauver la gauche. Je veux dire, on peut bien essayer ce genre de nouvelles formules. Troisièmement, est-ce que ce sera efficace? On le verra. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a 200 à 250 000 personnes qui se sont inscrites pour voter. Et si vous avez fait la démarche, comme moi, je vous invite à le faire, vous verrez que c'est assez sérieux, puisque vous êtes non seulement obligé de donner votre nom, votre prénom, votre email, mais également une empreinte de votre carte bancaire, ce qui permet effectivement de vérifier que personne pas les enfants qui ne s'abuse pas. Voilà. Et petite chose intéressante également, comme c'est un outil de gauche, vous pouvez participer à partir de 16 ans, puisque vous savez que dans cette gauche-là, on est favorable à l'abaissement de la majorité de vote à 16 ans. Donc, moi, je trouve que c'est un module intéressant. Il faut tester, il faut voir jusqu'où ça mène. Il ne faut pas que ça tourne au plébiscite, il ne faut pas que ça tourne au piège. Il faut que de ça naisse quelque chose qui soit utile à la campagne présidentielle en général, à la gauche en particulier. Mais j'ai envie de dire, dans l'état où est la gauche actuellement, tout me semble préférable au statu quo. Isabelle Marchandier. Moi, j'ai l'impression qu'on met toujours les choses à l'envers, c'est-à-dire que il faut d'abord, Mitterrand avait d'abord fait l'union de la gauche, et après, il avait présenté un programme. Et là, on a l'impression qu'il y a une confusion généralisée. Mélenchon, de toute façon, il n'a pas du tout envie de. On en parlera, oui. Il est réfractaire complètement. Oui, réfractaire. Et puis il a aucun intérêt à y aller. Il a 33% chez les sympathisants de gauche qui sont favorables c'est le meilleur représentant pour incarner la gauche. Et il a 10% dans les sondages. Il est comme Yannick Jadot, il a aucun intérêt. Il y est allé d'ailleurs en 2017, il a regretté, puisqu'il a cédé la place à Benoît Hamon. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un artifice pour moi. J'ai pas l'impression que ça donne plus de crédibilité plus que ça. En fait. Frédéric Sinclair, politologue, est-ce que c'est un artifice, justement, comme le dit Isabelle Marchandier, ou il y a un réel intérêt quand même pour ce nouveau processus? Alors, entre artifice et intérêt, j'aurais tendance à questionner la légitimité de l'opération. Et j'aurais tendance à dire que il me semble qu'une primaire de cette sorte-là est aussi légitime qu'une primaire organisée par des partis politiques. Donc, moi, j'aurais tendance à ne pas minimiser la chose. En revanche, là
où effectivement je rejoins Isabelle Marchandier, c'est que je pense que cette légitimité-là, quand bien même elle serait pleine et entière, elle n'implique pas pour autant que tous les candidats s'y rallient automatiquement. Parce que certes, on l'appelle populaire, cette primaire, mais en quoi cette primaire populaire qui a été initiée par un groupe finalement de personnes à gauche qui ne se sentaient pas représentées par les candidats déjà en liste, et on peut le comprendre, en quoi cette primaire populaire concerne des partis politiques constitués qui ont déjà eux-mêmes réalisé des primaires comme les Verts au sein de leur propre parti, ou qui ont désigné un candidat qui est lui aussi tout aussi légitime. C'est-à-dire que, en réalité, cette légitimité, elle est pleine et entière, mais elle n'empiète pas sur celle des autres. Et donc, fondamentalement, de mon point de vue, on a un Jean-Luc Mélenchon qui a tout intérêt politiquement à rester seul et à essayer de ramener autour de lui des candidats. Vous imaginez si demain, ces 250 000 personnes viennent à désigner un candidat complètement inconnu et que les partisans de la France insoumise se trouvent balayés alors que leur candidat est à 10% et qu'on ne sait pas, parce qu'elle n'est pas testée, ce qu'une Anna Aguet-Porterie pourrait donner. Donc il y a un vrai enjeu politique. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, je ne suis pas en train de porter un jugement, je dis qu'il y a un véritable enjeu politique qui justifie que des candidats tels que Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot n'y aillent pas. Donc pour moi, la véritable question, c'est la question du PS. Comment le PS peut se sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis? Venez d'ailleurs réagir avec nous au 0826 300 300. Pourtant, ce qu'on a noté, c'est que Christiane Taubira se conformerait au résultat de ce vote. Ça tombe bien, elle s'est déclarée candidate à la présidentielle. On écoute. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. Qu'est-ce qui fait que Christiane Taubira adhère à cette idée-là de la primaire populaire, Isabelle Marchandier? Moi, ça me fait sourire, parce que Christiane Taubira, c'est celle qui a fait perdre la gauche en 2002. Donc là, Madame Taubira rejoue le jeu. Enfin, c'est quand même... Elle a fait 2,32% en 2002. Elle a fait perdre Lionel Jospin. Certes, il y avait le chevènement qui a favorisé aussi l'ascension donc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Mais et là, elle tient une posture comme d'habitude, de l'icône. Elle bénéficie de cette image-là. Elle va jouer là-dessus, mais elle est incapable de dire ce qu'est la France. Je vous rappelle quand même le slogan de 2002, c'était "Ma patrie, la République". Donc j'ai du mal à comprendre comment elle va pouvoir parler aux catégories populaires qui ont envie d'entendre, de manger, comme dit le candidat communiste, l'odeur du steak, l'odeur du reblochon, les problèmes d'immigration, les problèmes régaliens. Bon, donc je trouve qu'elle est elle est hors sol comme d'habitude. Mais comment expliquer cette adhésion à cette primaire populaire de la part de seule Christiane Taubira pour le moment? D'abord parce que je pense que la candidature de Christiane Taubira comme la primaire populaire sont deux initiatives qui viennent sanctionner l'échec de tous ceux qui s'étaient lancés dans la course à la présidentielle. Le sujet, c'est est-ce qu'il y aura un candidat de gauche au second tour en 2022 et que parce que la primaire populaire le constat de Christiane Taubira, avec ses qualités, avec ses défauts, mais notamment avec sa capacité à réunir une partie de la gauche, comme le constat de ceux qui ont lancé la primaire populaire, c'est de dire qu'on ne peut pas rester sur le schéma actuel. Je suis d'accord, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun intérêt à aller à la primaire populaire. Mais Jean-Luc Mélenchon n'avait aucun intérêt à unir la gauche. La gauche, aujourd'hui, est représentée par des candidats qui ont été incapables de s'entendre sur un programme commun, incapables de s'entendre sur un schéma politique commun, incapables de s'entendre sur une candidature commune. Donc, que Christiane Taubira y aille, parce qu'elle sent qu'elle peut représenter, qu'elle peut réunir, que la primaire populaire soit finalement une sorte de dérivation
politicienne, je l'entends, mais qui permettrait peut-être, en appelant au peuple de gauche de régler ce problème, moi je salue ces initiatives. Si la gauche va être présente au second tour, il faut que quelque chose change dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Mesure d'urgence. Sauf exception, sauf surprise, même si le second tour se jouera peut-être dans un mouchoir de poche. Mais aujourd'hui, même les derniers sondages voient Jean-Luc Mélenchon en très net recul par rapport au score qu'il faisait encore il y a quelques mois. Donc il n'y a pas de dynamique de gauche dans cette élection et ceux qui se sont présentés n'ont pas fait la preuve de cette dynamique ni de leur volonté d'union. Je pense que tout le monde a eu sa chance. Tout le monde a eu sa chance. Ceux qui l'ont prise l'ont ratée. Maintenant, il faut un peu place aux autres. Moi, en tant qu'électeur de gauche, j'ai envie d'une solution à gauche. J'ai envie que mon camp soit représenté au second tour. Mais parce que c'est un parti qui est fracturé comme les partis hégémoniques. Mais il y a quand même deux lignes quand même opposées. La ligne souverainiste, républicaine, laïque, et sociale et qui croit encore à la justice sociale. Et puis l'aile communautariste qui est incarnée donc par Christiane Taubira. Et c'est le meeting de Je suis pas d'accord. Enfin, le meeting de Mélenchon était assez symptomatique. D'ailleurs, elle fait campagne sur la justice sociale. Vous avez remarqué, ses premières déclarations, c'est sur la justice sociale. Absolument pas sur le sociétal. C'est ça le problème. Elle a été très à l'écart des problèmes sociaux et plus sur les problèmes sociétaux lors du gouvernement Ayrault et puis quand elle était ministre garde des Sceaux, enfin ministre de la Justice, l'icône du mariage gay, et elle a été très silencieuse évidemment sur des problèmes sociaux. Mais le meeting de Mélenchon, il manifeste ce clivage. Je vous propose d'ailleurs d'écouter des moments forts de ce meeting. On commence avec cette idée-là qu'il ne veut pas trop aller vers justement cette union de la gauche. On continue à me poser des questions. Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. C'est pas d'union dont on a besoin, c'est de clarté et de mobilisation populaire. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Voilà, il est là pour le coup assez clair. Et derrière, il en rajoute une couche, écoutez-le. Ne vous laissez pas impressionner par la campagne de déprime. Tout est perdu, ça ne sert à rien. Et quand vous voyez courir à vous des chaînes de télévision, tout à fait respectables, qui viennent dire, vous ne croyez pas que l'union est indispensable? Ah, comme ça me fait du bien de voir le Figaro se soucier de l'union de la gauche. Et le bonheur de voir telle grande chaîne se préoccuper de savoir si vraiment je vais pouvoir m'entendre avec Christiane Taubira. Je m'entends très bien, je la connais. C'est une femme très sympathique. Il se trouve qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on se supporte bien, c'est pas le sujet. Pourquoi ils viennent me saouler avec ça? Jean-Luc Mélenchon, à la fois drôle, à la fois quand même très dur. Hier, Frédéric Sinclair sur cette idée de l'union de la gauche. A priori, ce sera sans lui. Non, mais bien évidemment que ça sera sans lui. Déjà, premièrement, intellectuellement, c'est le plus structuré. Politiquement, je veux dire. C'est-à-dire que, je le disais la semaine dernière, je conseille aux auditeurs d'aller écouter ces conférences à Lille, à Centrale Nantes, face aux étudiants, et ils vont voir qu'est-ce que c'est qu'un homme politique qui réfléchit. Pardon de le dire, hein, mais honnêtement, l'ensemble des candidats sont sympathiques, mais je trouve qu'ils ne sont pas au niveau. Après, on peut ne pas être d'accord politiquement avec Jean-Luc Mélenchon, soit. Mais à ce moment-là, il va falloir arriver à théoriser quelque chose de différent aujourd'hui, programmatiquement. Il a quelque chose qui est constitué et qui englobe une grande partie de ce que dit la gauche. Alors après, on peut pinailler sur du détail, mais on arrive aujourd'hui dans une situation où l'absence de leader charismatique naturel favorise les émergences de petits leaders de circonstances. Et pour moi, Anne Hidalgo et Christiane Taubira, et encore plus les autres candidats tout à fait inconnus de cette primaire populaire, font partie de ces personnes qui émergent et qui n'ont pas vocation aujourd'hui à influencer la gauche. Il y a une vraie question, à mon avis, à gauche, dont on ne parle jamais. C'est la question Fabien Roussel. Pourquoi Fabien Roussel n'est pas dans l'union de la gauche habituelle avec Jean-Luc Mélenchon? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel? Fabien Roussel est en train de reprendre la corde qui a été lâchée par Jean-Luc Mélenchon en 2017 quand il s'est converti au wokisme. Il est en train de façonner une forme de gauche anticapitaliste, mais très, très centré sur la patrie, la France, les traditions. Il est en train de créer quelque chose. Donc, à mon avis, le vrai sujet, c'est absolument pas cette primaire populaire qui va faire pchit, à mon avis, une fois que le candidat sera sorti. Mais c'est la vraie question entre Roussel et Mélenchon.
Oui, moi je rejoins tout à fait le point de vue, surtout que, moi ce qui m'a amusé, c'est la prise symbolique de Jean-Luc Mélenchon, puisque Sébastien Jumel, l'ex-maire de Dieppe, député PC, est venu au meeting, mais moi j'aimerais bien. Donc je m'interroge parce que c'est quelqu'un qui est pro-nucléaire, qui est contre, qui est pour l'usage, l'usine des engrais. Enfin, il a défendu une usine en Normandie. Il est pour le glyphosate. Enfin, et donc c'est complètement incompatible avec le programme écologique de l'écologie solidaire et sociale que veut Mélenchon. J'aimerais bien on oublie, mais bon, il a valorisé la salade quinoa. Il veut imposer des menus végétariens dans les restaurations collectives. Il est pour la diminution de la consommation de viande. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a là sa prise symbolique, c'est du pchit. Il y a un conflit entre la gauche réelle, sociale, qui sent le steak, le reblochon, c'est la gauche qui parle à un peuple de caissières et de la France du vide, la gauche à la bonne franquette un peu. Oui, non, mais il faut aussi la France de la délocalisation, de la France des salariés de SAM, voilà. Et puis la France et la gauche, complètement hors sol, inodore du steak tofu, quoi. Dernier point là-dessus, avec Nicolas Corato. Est-ce que si cette primaire populaire n'a pas l'impact souhaité, est-ce que justement Fabien Roussel peut avoir un impact dans cette présidentielle ? Mais Monsieur Roussel, c'est le candidat idéal des commentateurs et politologues de droite. Donc moi encore, je renvoie la politesse de Jean-Luc Mélenchon. Laisser les électeurs de gauche choisir leur candidat. Christiane Taubira et d'autres disent que finalement il y a suffisamment de points communs et d'accords entre les candidats qui existent aujourd'hui pour travailler pendant 5 ans. Et pour redresser en 5 ans ce qui a été perdu notamment pendant le quinquennat Macron, sur la justice sociale, sur le modèle social, sur la sécurité sociale, sur l'éducation, sur l'hôpital, tout ça on est d'accord à 150%. Et finalement la gauche, elle est gentiment fracturée par ceux qui la commandent de loin, mais quand vous la regardez de près, elle est d'accord à peu près sur tout. Et c'est bien ça qui ennuie énormément à droite, c'est qu'on est capable très très vite de se réorganiser. Donc il y a un problème Jean-Luc Mélenchon a très bien travaillé, ça fait 3 candidature qu'il travaille, qu'il a le projet le plus abouti, le plus intéressant, le plus structuré intelligemment. Il n'a pas réussi à incarner la gauche parce qu'il a fait certainement à mon avis l'erreur d'être député, d'être président d'un groupe et d'être président de l'opposition numéro 1 à Emmanuel Macron pendant ces 5 dernières années et qui s'y est brûlé les ailes sur des sujets extrêmement compliqués du quotidien. Donc Jean-Luc Mélenchon doit faire la part des choses et doit en tirer les conséquences. Aujourd'hui la gauche, pardonnez-moi de le dire, y compris à mes amis de gauche, elle a besoin d'incarnation, elle a besoin d'être incarnée. C'est la 5e République. On n'est pas dans la 6e République. Il faut un candidat qui arrive à fédérer son camp, à faire ce que disait Mitterrand. Au premier tour, je rassemble mon camp. Au second, j'élargis. Qui est capable de faire ça aujourd'hui à gauche ? Moi, j'ai quelques idées en tête, mais en tout cas, pas ceux qui sont actuellement dans la course. Voilà donc pour ce sujet, est-ce que la primaire populaire peut sauver la gauche ? Dans un instant, on évoque Éric Zemmour et les polémiques. Pourquoi a-t-il autant de mal à nuancer ses propos très souvent polémiques ? On en parle dans un instant dans les vraies voix de la politique. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Autour de la politique ce soir, évidemment, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio avec notre équipe de chroniqueurs et d'experts. Ce soir, Frédéric Sinclair, politologue, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, et Isabelle Marchandier, chroniqueuse indépendante chez Causeur, Marianne et Boulevard Voltaire. On évoquait cette primaire populaire. Est-ce qu'elle pouvait sauver la gauche en vue de l'élection présidentielle 2022 ? On aborde maintenant Zemmour et les polémiques. Et on a encore une polémique ce week-end. Elle est d'ailleurs assez terrible. C'est autour des enfants handicapés. Tout avait commencé à Honnecourt sur Escaut dans le Nord. C'était vendredi. Le candidat d'extrême droite qui discutait avec des enseignants, plutôt acquis à sa cause d'ailleurs au passage, sur la scolarisation des enfants handicapés. Et lui, il estime que, je cite, il faut effectivement des établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés. Évidemment, derrière, il faut clarifier ses propos. C'est ce qu'il fait du côté de l'Aisne. Bien sûr, il y a des cas, je cite, où le fait de les mettre dans un établissement ordinaire est une bonne chose, car ça leur permet de progresser, de se socialiser. Et puis, il y a d'autres cas réels, plus nombreux. Donc, a priori, le premier cas n'était pas réel, où on le dit, où c'est une souffrance pour ces enfants handicapés. Il est contre cette inclusion systématique à l'école. Alors, forcément, polémique immédiate, qui a d'ailleurs été soulevée par la droite, par la gauche, un petit peu tout le monde. Est-ce que là, sur ces questions-là qui sont si sensibles, Zemmour paye son manque d'expérience politique dans l'utilisation de ses propos, dans son discours ? Est-ce qu'il
est un peu amateur sur ces questions-là, Isabelle Marchandier? Moi, je suis hallucinée de la disproportion de la polémique sur ce qu'il a dit. Et il y a une opération de déminage. On l'avait jamais vu autant revenir sur ses propos. Certes, oui, parce que un mot dit par Zemmour, c'est tout de suite, il peut dire n'importe quoi, ça va être tout de suite diabolisé. Et il y a une formidable stratégie de diabolisation, on l'a vu dans les sondages. Qui vient de partout, d'ailleurs, au passage. Oui, la droite, la gauche, tout le monde y va. Mais ça permet de bonifier Marine Le Pen. Et donc, ça fait le jeu du macronisme, puisque ça permet de faire monter Marine Le Pen pour qu'il y ait le duel tant attendu par la Macronie, Macron versus Marine Le Pen. On le voit dans le dernier sondage Kantar, celui qui représente le danger pour la République, c'est Éric Zemmour à 62% des Français. 62% des Français déclarent qu'Éric Zemmour est un danger pour la République. Marine Le Pen est à 50%. Et après, c'est Macron. Ça a été gommé au passage et ça a été remis par d'ailleurs quelqu'un de la France insoumise, mais voilà. Mais je pense que c'est une polémique encore une, et je trouve que le mot inclusion c'est un paravent en fait. Ça permet d'occulter beaucoup de problèmes que Éric Zemmour met souvent sur la table, un problème d'harcèlement vis-à-vis des élèves en situation de handicap. Il y a un rapport sénatorial qui le mentionnait en septembre, disant que les élèves en situation de handicap étaient plus harcelés au niveau scolaire que les autres. Donc on a l'impression que il suffit de dire le mot inclusion pour dire que tout est merveilleux. L'inclusion n'est pas le monde des bisounours. Oui, mais c'est pas la première polémique quand même d'Éric Zemmour. Là, il a choisi ce sujet-là. Il a choisi d'en parler. Alors, il y a une part de courage. Écoutez d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Françoise Degois, notre chroniqueuse dans Les Vraies Voix. Profondément, je pense que Éric Zemmour en a terminé, parce que qu'est-ce qu'il envoie comme message? Il envoie qu'avec lui, c'est tout le temps le fracas. Vous voyez, les Français peut-être trouvent que parfois il dit des choses intéressantes, mais cette idée que partout où il passe, il fracasse, c'est quelque chose qui est électoralement extrêmement destructeur. Ça ne fonctionne jamais, jamais, jamais. La stratégie du fracas dans notre pays ne marche absolument pas. Nicolas Corato, ce manque de nuances dans ses propos, ses convictions clairement en tout cas dites par le candidat. Alors il a le courage de les assumer, mais il manque de conscience politique, peut-être de fonctionnement politique sur la façon de le dire. Au contraire, moi je pense que ça n'est pas du tout dû à une forme d'inexpérience du candidat, ni de manque de conscience politique, surtout pas. Éric Zemmour est un idéologue, et est un idéologue obnubilé, obsédé par la lutte contre l'égalité en droit. Il fait partie de ces gens qui ne se sont pas remis de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la mise au même niveau de la liberté et de l'égalité. Il fait partie de cette génération d'intellectuels, jusqu'à Maurras et donc jusqu'à Zemmour, qui combattent d'une certaine manière ces acquis républicains, notamment sur l'égalité. Et donc, quand vous lui parlez d'un n'importe quel sujet, les enfants handicapés à l'école ou l'AME pour les migrants ou demain l'hôpital, il vous répondra la même chose. Il ira chercher le lieu où se niche, selon lui, l'égalitarisme, ici l'inclusion. Disons que c'est à peu près la même chose. Il combat la faveur. Mais pas la faveur, l'égalité. L'égalité, c'est pas la faveur. Et donc, il en fera un sujet de débat parce que c'est son obsession et parce que c'est l'objet même central de son discours, qui est un discours idéologique qu'on peut partager. Moi, je ne le critique pas sur le fond, mais il faut reconnaître qu'Éric Zemmour réfléchit et parle comme un idéologue, et ne pas imaginer que ce serait un complot qui, à chaque fois qu'il prononcerait une petite phrase, le monde entier se lèverait contre lui. Moi, j'ai quand même été étonné de voir des associations comme l'UNAPI, qui est une association de parents d'élèves handicapés, plutôt situé à droite, on va dire, se lever comme un seul homme pour dénoncer les propos d'Éric Zemmour. Je veux dire, le 11 février 2005, Jacques Chirac a fait passer une loi d'exception, une loi magnifique, qui dit que chaque élève, notamment, que chaque élève a droit d'être inscrit dans l'école ordinaire de son quartier. C'est un droit inaliénable, à mon sens, des enfants en situation de handicap, qui fait qu'aujourd'hui, 415 000 enfants sont scolarisés en France, 385 000 dans les écoles ordinaires. C'est vrai que ça ne va pas tout seul, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, mais vous imaginez le droit que ça crée.
et la reconnaissance Bien que sûr. ça crée pour les autres enfants qui ne sont pas en situation de handicap, mais Qui qui semblent enfin, chez depuis Zemmour. 2005, ont découvert ce qu'était le handicap. Bien sûr. Et c'est- Nous c'est faisons partie très d'une bien. génération qui n'avait jamais vu une personne en situation de handicap dans son parcours scolaire. Eux, nos enfants, ont la chance de vivre, la chance et aussi parfois la difficulté pour les uns et pour les autres, de vivre en face avec les enfants en situation de handicap. Voilà ce que je cherche aujourd'hui à détruire Zemmour, c'est tous les lieux où l'égalité peut se rencontrer dans le débat public. Frédéric Sinclair, le mot de la fin rapidement autour d'Éric Zemmour. Comment on le qualifiait? Moi, je parlais de manque d'expérience politique, mais a priori, Nicolas Corato n'est pas d'accord. Comment expliquer toutes ces polémiques? Il y a deux sujets dans cette polémique. Il y a le sujet la communication d'Éric Zemmour, et il y a le sujet de la récupération de la classe politique. Donc la classe politique, globalement, a essayé de faire du beurre sur le dos d'Éric Zemmour en se disant on va lui casser du sucre sur le dos, on va en tirer un bénéfice. Peine perdue. L'électorat de Zemmour ne baissera pas à cause de cette polémique, et le leur ne montera pas non plus. Ensuite, le cas Zemmour. Zemmour, en réalité, ce qu'il paye, c'est 20 années de punchline à la télévision. C'est ça qui paye, en fait. C'est pas le même métier. Et il est encore resté sur, le format intellectuel qu'il avait chez Ruquier, et puis qu'il a continué d'avoir à CNews. Et ça marche pas. Sur des sujets aussi épineux que la question des enfants handicapés, on ne peut pas se prononcer avec une telle légèreté. Il faut un soin, il faut de l'empathie. Il faut donner finalement ce qu'il a à l'intérieur en tant qu'homme privé, comme beaucoup d'hommes politiques, mais qu'il ne montre pas en tant qu'homme public parce que sa dimension intellectuelle prend le pas. Et donc je pense que là, il y a une véritable faute politique, et que à mon avis, s'il souhaite dépasser la barre des 13 ou 14%, il y a intérêt que ça soit corrigé rapidement. Merci beaucoup Isabelle Marchandy, Nicolas Corato et Frédéric Sinclair d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue évidemment sur Sud Radio avec Yvan Cujos, le Love Music, et l'invité de ce soir, François Feynman. Bonne soirée à tous.